Coupez bien les micros si jamais vous avez le Twitch à côté. Yes. Alors, ça. Vas-y, je lance le tweet alors. Oh, tu peux, hein. Ouais. Tu peux. Allez hop. Merde, c'est quoi ça? Hop. Tac. Je regarde juste au niveau du son. Parle un peu, Adri. Est-ce qu'on m'entend bien là? Au niveau du son. Parle un peu, Adri. Est-ce qu'on m'entend bien là? Il y a 0 écho. Ok, bon bah parfait. Il y a 0 écho. Attendez. Si, il y a écho, en fait. Ah, ou alors, il y a un micro qui est allumé. Il y a quelqu'un qui est allumé en micro. Qui a le Twitch allumé, mais il y avait un espèce d'écho, genre comme si le Twitch d'après. Ah, et bah c'est pas moi. Moi, c'est bon. C'est bon? Ouais, non, c'est coupé. Il y a de l'écho chez quelqu'un. Alors, c'est peut-être Adri, du coup, fait l'espèce de truc comme ça, là. Est-ce que là, il y a toujours l'écho? Allez, C'est bon, au niveau de l'écho. J'ai pas l'impression. Ok, bon. Allez, vamos, hein. Hop, je mets juste les petites questions. On est good? Ah, on est 15. Oh bah cool. Bon, vous êtes bons les gars du coup, c'est bon? C'est bon. Ok. Et ben, bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Aperitivo, le 7e de cette saison. Émission un peu spéciale. Ce soir, on va pas parler d'histoire ni de passé. On va se focus un peu plus cette fois-ci sur la saison, du moins la fin de saison. Il va y avoir plusieurs questions qui vont arriver dans le chat. Pareil, il ne faudra pas hésiter. On rebondira là-dessus, sur nos attentes sur cette fin de saison, nos craintes et autres. Et pour parler de tout ça, donc je ne suis pas tout seul. Il y a des visages qui commencent à être plus familiers peut-être pour vous. Donc je suis avec Guillaume. Salut Guillaume. Salut Adri, salut à tous. J'ai Sokar aussi qui est avec nous. Salut Sokar. Bonjour à tous. Et Alan. Salut Alan. Bonjour au chat. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Donc dans le chat, comme je vous disais, il ne faudra pas hésiter à nous poser des questions. L'émission là cette fois-ci, elle est vraiment consacrée à ça, à ce qu'on revoit un peu la balle, à ce que on réagisse à vos questions et à nos questions aussi. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à parler sur le chat. Ok, bon messieurs, on va commencer. On va parler tout d'abord des matchs là, qui vont arriver. Donc il y a la Juventus donc, qui va être ce dimanche à l'extérieur. On a le Torino qui sera aussi à l'extérieur. Cagliari à domicile cette fois-ci et l'Atalanta à l'extérieur. Quand on voit les matchs qui vont approcher là, Alan, est-ce qu'on peut se dire que Milan, ça y est, n'a plus le droit à l'erreur et a brûlé toutes ses cartouches? Ouais, c'est clair, on a plus le droit à l'erreur. Là, il faut vraiment faire un sans faute. Même la Juventus, faut vraiment se déplacer au Juventus Stadium pour chercher la victoire. Ça, c'est clair et net. Je pense que personnellement, tout est encore faisable. Le match face à la Juve, ça sera certainement le match le plus important de nos 8-9 dernières années. La Juve n'a jamais été aussi faible. C'est le moment idéal pour mettre un bon coup de massue. Et je suis convaincu que les joueurs seront à 200%, que tout le monde, du moins je l'espère. Et coïncidence, je ne sais pas si vous le savez, mais la dernière fois qu'on s'est imposé au Juventus Stadium, c'était en 2011, sur un but de Gattuso, et c'est la seule année où on a fini devant la Juve. D'accord, ok, bah, c'est bon. C'est bon à savoir. On a Pierre qui nous dit dans le chat qu'il avait plus peur de l'Atalanta que de la Juve. Sokar, est-ce que c'est vraiment les deux matchs sont vraiment sur le même pied d'égalité en termes d'importance, ou il y a un match qui est peut-être un peu plus compliqué que l'un ou l'autre? En termes de compliqué, comme tu dis, non, les deux vont être compliqués pour nous. On est donné perdant statistiquement dans les deux matchs, mais il y en a un qui est un peu plus important en termes de points et de résonance pour le classement final, c'est celui qu'on a joué, c'est celui de ce week-end. L'Atalanta, ils sont déjà quasiment qualifiés. La deuxième place qualificative, elle leur tend les bras étant donné leur calendrier. Si on les bat, l'Atalanta, un peu plus tard, ça sera excellent. Ou même un match nul. Même un match nul, ça nous est positif contre eux. Ça suffit.
Mais non, en termes de difficulté de match, voilà, les deux sont à même échelle. Mais la Juve est davantage un rival pour cette place qualificative que ne l'est l'Atalanta, qui est normalement presque qualifié derrière l'Inter. Le vrai, c'est pas un duel, c'est une bataille à 3 pour 2 places entre la Juve, Naples et Milan. Voilà. La Lazio, ils sont hors course. Pour eux, là, même s'ils gagnent leurs trois derniers matchs, ça suffira pas. On peut les compter out. Ça va se jouer à 1 ou 2 points près sur la dernière journée au classement. Ils ont un retard contre le Torino. Hein. Ouais, mais ils vont rater quand même. Si jamais ils reviennent. La qualification pour eux, c'est fini. Statistiquement, même s'ils gagnent leurs 3 matchs, il faudrait vraiment qu'il y ait 2 clubs entre Juve, Naples et Milan qui se chient comme jamais pour que la Lazio chipe une place. Donc, ils vont échouer voilà, comme je dis, 1 ou 2 points près, mais ça va quand même être 1 ou 2 points qui les sortira de la zone Ligue des Champions. Tu es d'accord avec Soccer, toi, Guillaume ? Moi, de toute façon, on n'a plus de cartouche. Donc, ou alors la seule cartouche, ce serait un match nul contre l'Atalanta. Mais avant l'Atalanta, on se doit, et c'est vital de faire 9 sur 9. Donc, parce que c'est Juve, Torino, Cagliari de notre côté. Du côté de la Juve, c'est Milan, Sassuolo, Inter. Autant vous dire que la Juve, le match contre l'Inter, on a vu un peu des images de l'entraînement de l'Inter aujourd'hui ou hier sur les réseaux sociaux. Ça fait peur parce qu'ils sont déjà à Ibiza. Donc moi et puis vraiment voilà je vois vraiment l'Inter offrir une non-performance. Alors ok, il y avait Swiss, un de nos abonnés qui disait un peu plus tôt dans la semaine tous les arguments comme quoi Lukaku va vouloir aller chercher le trophée de meilleur buteur. Il y a une série aussi de victoires consécutives pour l'Inter qui est importante, ou de matchs sans défaite du moins. Il y a toutes ces choses-là, mais quand tu es champion d'Italie, je pense que voilà, la priorité elle est ailleurs. Il y a le voisin milanais que je pense, si jamais les supporters interistes seraient bien contents de ne pas nous voir et nous voir à nouveau échouer la même année où ils sont champions à la 5e place. Donc moi, je trouve que ça fait beaucoup de choses où je mise même pas sur un match nul entre la Juve et l'Inter. La Sassuolo peut accrocher un résultat. Mais bon, si jamais nous, même un match nul serait pas une bonne opération face à la Juve, et puis le calendrier de Naples, j'en parle même pas. Ouais. Avec Spezia, Udinese, Fiorentina et Vérone. Donc voilà, s'ils sont un peu sérieux, ça ira, ça prendra plus de points que nous, Naples. Donc voilà, nous on se doit de faire 9 sur 9 avant le match de l'Atalanta. Voilà, peut-être on aura assuré d'ici là notre qualification, peut-être qu'on aura besoin que d'un nul, mais si jamais on récupère ne serait-ce que 7 points sur les 3 prochains matchs, je pense qu'on aura tout simplement plus notre destin entre les mains. Et là-dessus, ce serait pas bon, quoi. Ah, parce que là, au final, bon, c'est vrai qu'on est, on est dépendant de nous-mêmes aussi d'un côté, mais est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dépendant forcément de nos concurrents aussi ? Parce que forcément, s'ils se foirent, nous, on a aussi plus de chance, quoi. Ah oui, mais comme disait Guillaume, moi, l'Inter, je les vois pas du tout jouer à fond. Je pense que les joueurs, la majorité, ils pensent déjà être en forme pour l'Euro. Donc, il y a aussi ce facteur-là, en vrai. Et c'est vrai que le Milan, quand on est en période de doute, quand on est en période de stress comme ça, c'est jamais bon non plus. Donc, franchement, moi, je suis pas du tout serein. Peut-être contre le Cagliari et Torino, en vrai, moi, je me fais pas trop de soucis. Cagliari, c'est un adversaire qui nous réussit souvent très bien, en général. Ouais. On a très peu perdu contre eux ces dernières années. Le Torino, c'est quand même assez faible, même s'ils jouent leur survie. Je pense que ces deux équipes-là de bas de tableau, on ne doit pas s'en inquiéter, mais il faut vraiment tout focus sur dimanche et sur la dernière journée, si jamais. Moi, ce que j'ai un peu peur, dis-moi ce que tu en penses, Sokar, mais c'est que on peut faire très bien un très bon résultat face à la Juve, et on l'a vu plusieurs fois dans cette saison et même dans les autres saisons. On peut faire un très bon résultat face à la Juve, et pourtant face à des Cagliari, des Torino qui sont sur le papier plus prenables, si je puis dire. Mais c'est vrai que Milan peut aussi très bien perdre ce genre de match, même si sur le papier on est plus fort. On l'a vu face à la Spezia par exemple, où sur le papier on est plus fort, au final on se prend 2-0. Il faut aussi jouer forcément les autres matchs à fond, Sokar, j'imagine. Pas tous, hein, voilà, comme il disait sur le chat, ça va être que des finales. Après, voilà, quand tu es quand même Milan, qu'on joue cette année comme ça, avec tout ce qui se passe, il y a un moment où ce genre de match, on est censé savoir les jouer. On a pu craquer un peu par le passé
avec une gestion un peu calamiteuse de tout l'épisode Europa League en termes de physique, de manque de turnover, etc. Il y a eu des choses, plein d'éléments qui ont fait qu'on a perdu ces matchs ou qu'on a été fait de mauvaises performances et là où on n'aurait pas dû être, des blessures, des absents pour Covid sur des matchs. Enfin, il y a plein de raisons. C'est un mélange de choses qui ont fait que Milan a perdu énormément de points, autant de notre faute que de choses qui sont pas de notre fait. Mais là, ça y est. Maintenant, on a retrouvé l'équipe titulaire. On n'a plus aucun blessé du équipe. Voilà, tout le monde est revenu, donc il n'y a plus d'excuses à se trouver. Là, on a vu que l'autre jour, sans que ce soit parfait, bon, à partir du moment où tu alignes les joueurs qui doivent jouer, bon, il y a quand même un peu plus d'efficacité et d'assurance dans le jeu. Donc, je ne suis pas forcément plus inquiet que ça pour les deux matchs entre guillemets les plus petits, même le Torino. Tout va jouer contre la Juve et l'Atalanta. Il nous faut un match nul au moins sur les deux matchs. Et normalement, avec 7 points, ça passe. On finit 4e, mais ça passe. À l'arrache, mais ça passe. Guillaume, on a encore 3 matchs à l'extérieur sur les 4 matchs. Donc je rappelle, l'extérieur, c'est Juventus, Torino, Atalanta. On sait que Milan a plus de mal à domicile cette saison, beaucoup moins à l'extérieur. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Milan fasse peut-être un peu plus le taf en fin de saison, vu que c'est beaucoup de matchs à l'extérieur, que si ça aurait été à domicile? Bon, à l'instant T, maintenant, je pense que cette stat, elle veut plus dire grand-chose parce qu'on a pris un 3-0 à l'extérieur contre... C'est qui qu'on a joué à l'extérieur là où on a pris... C'est la Lazio, non qu'on a... La Lazio, voilà. Donc bon, la stat, elle a pris fin un peu de manière très brusque. Non, je pense que vraiment, il n'y a pas d'extérieur domicile. Là, c'est vraiment... Faut les prendre, d'autant plus qu'il n'y a plus de supporters. Donc là, faut partir dans la tête qu'on a 4 finales sur terrain neutre à les disputer. Et que ça soit extérieur domicile, ça ne changera rien là-dessus. Je vois la question sur les 4 matchs restants, vous misez sur combien de victoires? Moi, je mise sur 3 victoires parce que dans notre tête, il nous faut 3 victoires. Il nous faut 9 points sur les 12 possibles. Qu'on la prenne face à l'Atalanta, qu'on la prenne face à la Juventus, il nous faut ces 9 points à mon sens parce que là, la Lazio, je serais quand même plus mesuré que Sokar parce que à partir du moment où ils rattrapent leur match face au Torino et ils le gagnent, ils sont plus qu'à 2 points derrière nous, à même titre que la Juve, etc. Donc là-dessus, pour moi, c'est la Lazio. En plus, ils sont sur un gros rythme, ils nous ont pulvérisés. Alors, ils ont pris une grosse rouste contre Naples 5-2. Ça a failli pas passer ce week-end où ils ont finalement gagné 4-3, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, la Lazio, faut pas les enlever trop vite. Ça va être très, très compliqué. Il y a 2 ans, avec Gattuso, on avait fini à 1 point, mais on était dans une lutte avec l'Atalanta et l'Inter. Là, j'ai l'impression qu'il y a 4 clubs pour 2 places. Donc, voilà, va falloir s'accrocher. Comme l'a dit Sokar, on va pas pouvoir s'appuyer, se cacher derrière des blessures. J'espère pas qu'on trouve des excuses non plus par rapport à l'arbitrage parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de messages dans le chat par rapport à Valérie. Alors certes, les statistiques font peur. On connaît un peu l'arbitre et ce qu'il donne face à nous. C'est 30% des matchs où on prend des cartons rouges. Cependant, voilà, on n'a pas d'excuses. Les excuses, on pouvait se les trouver toute l'année avec les blessures. Voilà, on n'a pas été épargné là-dessus. Il y a eu des matchs un peu bizarres, la Roma, l'aller, etc. Là, maintenant, les excuses, on les trouvera à la fin de la saison si ça passe pas. Mais à l'instant T, il n'y a pas d'excuses et il nous faut 11 tueurs sur le terrain. 14 même, non, maintenant c'est 5 remplacements, donc 16 joueurs morts de faim. C'est ça. Il faut que les Leao, les Rebic, ceux qui rentrent, ça soit des morts de faim et qu'on ait 16 morts de faim pour choper ces 9 points qui sont vitales. Toi, Alan, ce que là, justement, par rapport à la question là, sur les 4 matchs restants, tu vois combien de victoires, toi, des Milanais? Moi, j'en vois 4. Moi. Allez, je vais être optimiste, j'en vois 4. Tu vois les 4 victoires, toi? Ouais, j'imagine l'Atalanta déjà qualifié, Torino et Cagliari, ça va passer, j'espère. Et c'est Capello aujourd'hui qui a déclaré que
que le perdant de Milan-Juve serait d'ores et déjà éliminé parce que psychologiquement, ça serait trop compliqué. Donc, j'ose espérer la victoire et un petit 12 points, les 12 points des familles, puis on fait la fête et puis voilà, on est bien. Sotar, est-ce que Milan joue vraiment gros en cette fin de saison, mais dans le sens où est-ce que ça peut vraiment porter en quelque sorte préjudice pour les saisons à suivre? Parce qu'on sait que Milan, forcément, en cas de non-qualification Ligue des Champions, on a sûrement Donnarumma qui va partir, on y reviendra tout à l'heure sur le cas Donnarumma. Il y aura aussi une perte d'argent, forcément. Est-ce que le fait de ne pas être en Ligue des Champions maintenant, ça peut être fort embêtant, pour rester poli, pour les autres saisons qui vont suivre? Capital dans le sens où, comme tu l'as dit, une non-qualification, on perd non seulement Donnarumma, mais on perd aussi assurément Akan. Donc ça fait deux joueurs qu'on va devoir remplacer. Pioli, c'est pas un génie tactique. Il a eu un effectif, il a réussi à le relever. Il a fait avec. Mais si maintenant on le prive de son gardien stratosphérique et de son numéro 10 qui, avec ses performance en dents de scie cette saison, mais qui reste quand même une pierre angulaire de la tactique de Pioli, faut les remplacer. Pour les remplacer, s'ils partent gratuitement, c'est des sous à mettre. Ces sous qu'on met dans ces postes-là, on ne peut pas les mettre dans les postes prioritaires qu'on avait prévus dans le budget à côté. Donc c'est vraiment tout qui est chamboulé. Et puis on repart du coup sur une année de reconstruction avec des joueurs qui vont devoir arriver et on ne sait pas forcément s'ils vont être performants. Un gardien, ça peut coûter pas mal de points. Ça parle beaucoup de Maignan, donc si c'est lui, je ne suis pas forcément plus inquiet que ça. Par contre, le numéro 10 qui arrivera, voilà, c'est compliqué. On devait recruter un ailier droit cet été, mettre 20-25 millions sur un ailier droit. Bon, ben, si les 20-25 millions sont divisés entre le numéro 10 et l'ailier droit, on va avoir 2 joueurs moyens au lieu de un vrai gros renfort. 2 joueurs à 10 millions, ça reste beaucoup moins fort pour le Milan que un joueur à 25 millions recruté. Donc non, c'est encore tout qui est remis en question sur le plan économique, sur le mercato, tout est à revoir. La tactique, on n'a plus la base, comment dire, qu'on connaissait, sur laquelle on pouvait continuer à travailler. Là, on repart vraiment de zéro. Donc après, on repart sur un cycle où il faut aller jouer une compétition à la con comme l'Europa League et perdre du temps, de l'argent. On va rien y gagner, on va faire que crever nos joueurs. Non, vraiment, la qualification, elle est capitale cette année pour vraiment aller. On refait un pas en avant. On n'a pas ça, c'est vraiment catastrophique. C'est pas une année qu'on fait, on se donnera encore rendez-vous dans minimum 2 ans, voire 3. S'il y a un petit grain de sable qui fout en l'air de quelque part, le mécanisme. Donc, plutôt que de repartir dès septembre là avec quelque chose de concret, de propre, on peut peut-être potentiellement se dire, il n'y a rien avant 3 ans. Vous êtes d'accord avec Sokar, les gars? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr et certain que vu l'état d'esprit un peu du club, tant de choses seraient remis en question de manière très brute. Alors que voilà, je pense qu'il faudrait prendre énormément de recul si jamais la saison ne se passerait pas comme il faut. On aurait des pertes qu'on ne pourrait pas, que Donnarumma, Kahn, c'est typiquement les joueurs qui partiraient. En revanche, je pense que faudrait un maximum s'appuyer sur ce qui a été fait cette saison-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives cette saison. On a retrouvé un Milan qui proposait du jeu. Moi, je trouve qu'on peut et on a le droit de trouver des excuses dans le sens où on a été un effectif qui a beaucoup tourné, on a eu énormément de blessures. Et là-dessus, moi, c'est à juste titre. Après, il y a eu beaucoup de mauvais choix de Pioli. En tout cas des non-choix de Pioli qui vraiment s'est appuyé jusqu'à la fin et qui a usé à outrance ce 4-2-3-1. Mais bon, après, on aurait pu lui reprocher la même s'il nous avait offert comme Pirlo avec la Juve 33 compos différentes en 33 journées. Donc l'un comme l'autre, on a toujours des reproches à trouver quand la formule ne marche pas. Pioli a été fidèle à ses idées de base. J'espère que cet été, victoire ou pas victoire, qualification ou pas qualification, il fasse un peu de ménage dans sa tactique et qu'il élabore un peu de nouvelles choses, parce que ce qui nous a vraiment posé souci cette saison, c'est que toutes les équipes qu'on avait jouées à l'aller ont su nous prendre à contre-pied au retour, et la phase retour, malgré les blessures et les absences de nos joueurs cadres,
on a été beaucoup plus prévisible, on a moins roulé sur le championnat et ça a été le jour et la nuit. Et c'est ce qui va se passer si jamais on n'est pas qualifié. Ça va être le jour et la nuit. On a Taï qui nous demande là par rapport à la situation d'Aogué. Si on a un peu de temps à la fin, on parlera un petit peu du mercato et on reviendra sur le Norvégien justement parce qu'il y a eu des petites rumeurs sur lui aujourd'hui. Il y a Daniele Longo d'ailleurs, aujourd'hui on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure comme je disais, mais qui a sorti pas mal d'infos. Donc on essaiera d'y revenir tout à l'heure. On repasse au niveau du sportif. On remonte un petit peu en début de saison. Alan, on avait un Milan qui était dans une forme étincelante, en fait, j'ai envie de dire, qui était vraiment premier du classement, après qui était deuxième. Et d'un coup, chute libre. Maintenant, on se retrouve à être un peu dans la merde, il faut le dire. On est quatrième. Oui, quatrième, c'est ça, oui. On est quatrième, ouais. Est-ce que... Alors tout est relatif aussi, parce que voilà, on a eu des blessures, on a eu des cas de Covid. Est-ce que vraiment on peut s'en vouloir à nous-mêmes, ou est-ce que d'un côté, on peut peut-être aussi se dire que nos concurrents ont peut-être été aussi un peu plus réguliers dans leur performance? Est-ce que les deux ou pas? Oui, c'est un peu des deux. Moi, je pars du principe que dès la défaite contre Spezia, le 2-0, là où après on se prend une tournole contre l'Inter 3-0, à partir de ce moment-là, c'est là qu'on a commencé à se poser des questions, à remettre en cause notre tactique. Et en parallèle de ça, tu avais l'Inter qui a repris un rythme de course impressionnant. Tu as le Napoli de Gattuso qui commençait un peu aussi à reprendre du galon. Il y avait la Juventus qui s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, donc avait quand même plus de temps pour gérer le championnat. Donc forcément, c'était compliqué. Ça a été compliqué pour nous, et c'est pour ça que malgré un début de saison étincelant, magnifique, on se retrouve en galère à 4 journées de la fin à jouer notre vie, quoi. T'es d'accord avec Alan, toi, Guillaume? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Alan. J'ai rien à dire là-dessus. Voilà, je pense que vraiment ça va être important. Va falloir faire attention et que les autres équipes ont été beaucoup plus régulières que nous sur la deuxième partie. Il y a eu un jour et la nuit. Nous, on a vraiment roulé sur tout le monde, mais c'est impressionnant à quel point on a tout gâché sur la deuxième partie de saison quand des Atalanta qui avaient très mal commencé la saison se sont révélés en deuxième partie de saison. La Lazio, pareil, c'est des équipes, la Lazio et l'Atalanta, qui ont très mal débuté, mais qui ensuite se sont très bien reprises. La Juve a été moyenne toute la saison, mais a quand même eu le mérite de rester au contact. Et voilà comment on fait, au fur et à mesure. Enfin, il y a un moment, je crois, on comptait 12 points d'avance sur l'Atalanta. Je crois il y a eu un moment où on avait 12 points d'avance sur l'Atalanta. Et l'Atalanta, à présent, est à égalité avec nous, mais finira sûrement avec plusieurs points devant nous. Donc, c'est fou. Soccer, donc là, on sort un peu plus on sort un petit peu du sportif, si je peux dire ça comme ça. Il y a quelques jours, on a eu des petites rumeurs qui sont avancées au sein de l'effectif milanais. Par rapport déjà avec Hakan, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je redis rapidement. Il a posté une vidéo de son but de face à Sassuolo. Où il a dit certaines choses parce que apparemment on l'a vu et on l'a même tous entendu sur notre télé ou sur notre ordi, Zlatan qui a littéralement engueulé le Turc et apparemment donc il y aurait eu des petites mésententes entre Zlatan, Hakan et même d'autres joueurs parce que des joueurs apparemment, alors c'est vrai que je trouve ça un peu enfantin moi personnellement, mais après voilà, chacun son avis là-dessus, mais certains auraient même ont unfollow Zlatan à partir de cette histoire-là. Alors après, hasard ou pas, ça je sais pas. Mais est-ce que toute cette histoire-là, qui pour moi est une gaminerie incroyable, est-ce que ça peut nous porter préjudice pour la fin de saison, ça? C'est difficile à analyser parce que tout ça, c'est beaucoup de on-dit, mais en fait, on n'en sait rien. Tu vois, on peut juste analyser. Est-ce que vraiment ils le followaient à ce moment-là? Est-ce que l'unfollow, ça a un impact? Est-ce que c'est lié à ça, lié à autre chose? Est-ce que Hakan est le seul à s'être engueulé avec lui? Est-ce que Ibra n'a pas eu des mots? On sait que là, ces derniers temps, Ibra, il n'a pas forcément répondu présent sur le terrain. Il y a eu beaucoup d'histoires avec lui, son retour en sélection suédoise, son passage au festival de San Remo. Il
il a fait plus parler de lui en dehors des terrains que sur les terrains sur les dernières semaines. Quand il avait envoyé des pics, c'était à LeBron James, non, en NBA, là, où il y avait voilà. Donc, il parlait beaucoup. Et puis, au final, le Zlatan qui nous avait porté en début de saison ou l'année dernière, là, on ne le retrouvait pas. Donc, il y avait plein de choses. Donc, quel est l'impact que ça a eu sur le vestiaire? J'ai envie de te dire, il n'y a que le vestiaire qui le sait vraiment. Et on ne peut pas se baser, nous, en tant que supporters, sur un simple unfollow sur un réseau social pour dire, ça y est, c'est la rupture entre le leader de l'année dernière et le reste de l'effectif. C'est compliqué à analyser ou à en faire en tout cas des hypothèses ou tirer des conclusions de tout ça. La seule réponse et la seule chose qu'on peut vraiment analyser, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et on sait à quel point Zlatan est chiant sur le terrain et a souvent tort quand il râle comme ça. Là, l'exemple typique que tu donnes, là, il y a la vidéo qui a tourné là, quand on l'entend lui dire I don't fucking understand you. Quand on voit l'action, c'est ridicule. C'est Zlatan. À aucun moment, Akan fait le mauvais choix. Il voit, il y a la possibilité de centrer pour que Leao fasse une tête. À aucun moment il a le timing pour remettre en 1-2 sur Zlatan qui est marqué par un ou deux joueurs. C'est ridicule. Donc après, dans ce contexte de cette action-là, ça m'étonnerait que ce soit juste ce truc-là qui ait tout déclenché. Il y a eu d'autres choses. Les joueurs, nous, on les voit sur 90 minutes par semaine parfois, ou des petits moments, des trucs. Eux, ils se voient au quotidien plusieurs heures à l'entraînement. On ne peut pas se mettre dans leur tête et on ne peut pas précisément savoir. On est obligé de faire confiance aux insiders et à ce que les gens nous disent. Mais les petites rumeurs à base de il a une follow, ça y est, c'est la rupture. Ça, il ne faut rien analyser. Alors après, apparemment, je ne sais plus quel journaliste a dit ça. Après, encore une fois, ça arrivait en même temps que le fait qu'il y ait une follow, chose comme ça, machin. Mais apparemment, il y aurait quand même une petite cassure entre guillemets, et encore une fois, je ne sais plus le journaliste, j'aurais dû noter, qui apparemment, voilà, il y aurait une petite cassure dans le vestiaire, justement, par rapport à Zlatan, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, voilà, Zlatan il ouvre toujours sa gueule, voilà, ça on connaît, mais apparemment, voilà, il y a une petite, dans le vestiaire, en tout cas, voilà, il y a des petits échauffourés, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est sûr, après, c'est pas étonnant quand tu vois les problèmes de prolongation entre un Calabria qui vient dire, bon, allez, je veux une petite augmentation et je re-signe, il n'y a pas de souci. Bon, il y a un contexte aussi. Calabria, il a été mis sur le marché cet été pour moins de 10 millions. Personne n'en a voulu. Donc, quand tu es dans ce contexte-là, c'est plus facile de ne pas exiger une revalorisation énorme quand tu sais qu'il n'y a pas 36 000 clubs qui le veulent, quoi. Après, avec sa saison et ses performances cette saison, il y aurait peut-être tu le mets sur le marché pour 10 millions cet été. Sans doute qu'il y a beaucoup plus de volontaires pour le récupérer, mais bon, voilà, il est dans l'idée que bon, je suis bien à Milan, je suis en train de me développer, machin, je vais pas non plus faire l'enfoiré, je me contente du très bon salaire que j'ai et voilà. Et je continue. Tu parles justement là, des prolongations de contrat Sokar. Alan, le fait que voilà, là on est en plein dans les dossiers Akan, Donnarumma, donc là il y a des histoires pas possibles. Ils sont suspendus, hein. Ils sont gelés. Suspendus d'ailleurs, Maldini l'a dit. Est-ce que justement ça peut aussi porter préjudice pour le rush final? Oui, évidemment. Après, moi, j'ai tendance à avoir confiance au bateau milanais. On a la chance quand même cette saison d'avoir au sein du staff des mecs comme Dida, Bonera, Maldini, aussi Baresi qui est président d'honneur du club. Donc, je pense qu'on peut compter sur eux pour calmer un peu les ardeurs. Et enfin voilà, les embrouilles, c'est comme partout, c'est comme dans une entreprise, c'est comme partout, il y en a, etc. Akan, Akan, je peux le comprendre qu'il demande des sommes astronomiques, que tout le monde demande des sommes astronomiques quand ton gardien de 22 ans demande 12 millions d'euros. Tu vois, il y a plein de petites histoires d'ego, etc. Mais bon, à un moment donné, je pense que ça va un peu se tasser et que dimanche, on aura les 11 guerriers sur le terrain prêts à battre la vieille dame. T'en penses quoi, toi, ça, de Guillaume? De toute façon, là, les joueurs ont la pression. Donc forcément, quand il y a de la pression dans ton environnement, ça crée des tensions et une simple gueulante peut débouler sur une prise de tête après le match, qui peut débouler sur une pseudo-rébellion de 3-4 joueurs qui prennent le parti de l'un ou l'autre.
Et puis ça s'échauffe, mais je pense que c'est très vite redescendu. On a eu des photos de l'entraînement, etc. Bon, je pense que c'était un peu pour rassurer les Rossonero, mais c'est normal qu'il y ait des embrouilles. Des embrouilles. C'est normal qu'il y ait des tensions. L'inverse m'intéresserait plus. Le groupe à côté, juste avant un match comme ça, on les a vus il y a quelques semaines. C'est pour ça que je dis ça. Mais voilà, moi, au niveau des prolongations, je pense que ils ont bien fait, Maldini, de geler tout ça. Voilà, ils auraient dû le faire avant, limite. À partir de mars, voyant que les dossiers n'allaient déboucher à rien, que Donnarumma n'avait pas et Akan non plus prolongé en janvier, février, mars, geler ça, attendre la fin de saison pour ensuite, prolonger une fois la saison terminée et voir si on est 5e, 2e, 3e. Donc bon, là-dessus, c'est un bon point. Après, moi, j'ai regardé un peu les salaires que demandent pour nous, ça paraît déroutant, les salaires de Donnarumma, les salaires de Akan, mais tu ouvres un peu ton champ de vision et tu vas outre les frontières. Kepa, le gardien de Chelsea, est payé 8 millions, De Gea est payé 22 millions. Alors, il y a des contre-exemples, hein. Il y a Neuer qui est payé 7 millions, il y a ce genre de contrat ailleurs, mais Donnarumma et surtout Raiola, on connaît le personnage, c'est normal, quelque part, quand tu es un agent du type Raiola, de regarder un peu ce qui se passe dans les autres championnats et de se dire, en fait, il les vaut, même si à nous, à Milan, ça nous paraît déroutant. Mais en fait, c'est faisable à côté, donc pourquoi pas aller voir ailleurs. Et c'est un peu ça. Nous, ce qui nous saoule, c'est que c'est dans un moment qui est capital. Donc, un peu, voilà, le Raiola qui va à droite à gauche, qui sonde. On a eu les rumeurs avec Antonio Donnarumma qui allait aller à la Juve. C'est rien d'officiel, mais c'est des rumeurs. Donc, un peu, c'est tout ça qui viennent un peu chambouler et peut-être, oui, détourner un peu les joueurs de notre objectif. Ils devraient être focus là-dessus. Et toutes ces choses-là, les histoires, les Ibra, faut qu'ils fassent attention, Ibra, parce que à un moment, il peut te sortir un Akan de son match à force de lui gueuler dessus injustement. Et enfin voilà, il y a ce côté leadership, élever le niveau de jeu de l'équipe, donc je gueule, et même si je suis pas bon, vous devez être bon. Mais d'un autre côté, tu as quand même des jeunes en face de toi, pour la plupart, et à trop gueuler, surtout quand les joueurs ont l'impression de bien faire, ouais, tu vois, c'est limite. Tu vois, faut faire attention parce que tu peux sortir tes propres coéquipiers du match à jouer comme ça, tu vois. Ouais. Donc voilà. Juste une dernière question pour toi, Sokar, là, sur le cas Donnarumma-Akan. Donc on risque de les perdre gratuitement à la fin de la saison. Est-ce que pour toi, les deux dossiers ont mal été gérés par la direction? Mal géré dans le cas de Donnarumma, je pense pas. Raiola, il sait très bien ce qu'il fait. Hein. De notre point de vue, c'est un enfoiré, mais du point de vue d'un agent qui fait le boulot pour obtenir le meilleur pour son client, il est ultra efficace. Il savait très bien que Milan, vu les performances à partir du mois de janvier, que la qualification en Champions League allait être plus compliquée que prévu, que sans Champions League, on avait un peu le couteau sous la gorge vis-à-vis de Donnarumma. Donc, il a fait durer. On se retrouve dans la situation maintenant où il y a cette épée de Damoclès supplémentaire au-dessus de notre tête qui fait que si on n'a pas la Ligue des Champions et qu'on perd Donnarumma gratuitement, c'est la double peine et que on va sans doute être obligé de revoir un peu nos propositions et nos machins à la hausse un peu pour le garder et pas qu'on se fasse punir sur tous les tableaux. Concernant Akan, là oui, je pense qu'il y a davantage de critiques à faire parce que on aurait pu s'y prendre plus tôt la saison dernière en voyant à quel point il était capital et se préserver de sa perte et de la reconstruction d'un cycle et d'un nouveau 10. Voilà, lui, on n'aurait vraiment pas dû prendre autant de temps pour gérer ça et ça aurait dû être réglé bien plus tôt. Et le fait qu'on fasse traîner comme ça en voyant ce qu'on a offert à Zlatan, commence à traîner avec Donnarumma, etc. Il s'est senti un peu pousser des ailes, quoi. Là, aux dernières nouvelles, ça commence à se
l'écart entre la demande et la proposition semble quand même plus resserré que jamais. On parle d'une offre à 4 millions, plus bonus côté Milan, et d'une demande à 5 millions du joueur. Moi, j'ai du mal à croire que si on n'a pas la Ligue des Champions, si on a la Ligue des Champions, il va re-signer, il y aura un accord. Si on n'a pas la Ligue des Champions, il va partir parce qu'il aura mieux ailleurs. Mais si on a la Ligue des Champions, là, je ne suis pas inquiet sur la prolongation. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas re-signer alors qu'il a quand même certaines habitudes, certaines choses. On a justement, là, on va parler maintenant des coachs. On a Taille, je voulais en parler d'ailleurs, mais Taille nous pose la question, alors je voudrais votre avis à tous les trois là-dessus, est-ce que vous gardez Pioli, vous, la saison prochaine sur le banc? Guillaume, on va commencer par toi. Oui, moi je le garde, qu'on gagne ou qu'on passe ou qu'on passe pas. Bien sûr que si on passe, pour moi, on est obligé de garder Pioli. Par contre, il va falloir des discussions, comme j'ai dit. Voilà, le coach fait partie de l'équipe, voilà, de l'environnement Milan. C'est pas tu pars ou tu restes. À un moment, il y a des échanges aussi en interne, et je pense que c'est important que Pioli, à la fin de la saison, il ait une remise en question. Il va avoir tout l'été pour préparer ça, un peu comme quand il y avait eu la crise du Covid et l'arrêt pendant 2 mois de toutes les compétitions qui lui ont permis d'élaborer ce 4-2-3-1. Dans le même sens, j'aimerais qu'il y ait une conversation entre Maldini, etc., en disant ok, ton 4-2-3-1, il a fonctionné, parce que voilà, je pense qu'il y a des séances vidéo, etc., qu'il y a des lacunes, notamment quand tu n'as pas tous les joueurs qui sont disponibles pour ce 4-2-3-1. Trouve autre chose. Voilà, on a vu du 4-4 de Legendre, du 4-4-2, on a vu du 3-4-1-2 parce que tu as quand même des joueurs. Romagnoli revient plutôt bien à mon sens, donc peut revenir dans une rotation. Un Tomori, si jamais on fait sauter sa clause à 28 millions, c'est pas pour le mettre sur le banc. Donc tu vois, il y a un peu ce côté-là aussi où il va falloir retravailler. Si jamais on passe pas, à mon sens, il faut quand même garder Pioli, dans le sens où si jamais on passe pas, certes, on va perdre des joueurs, mais le noyau dur qui est Kier, qui est Zlatan, qui est Benasser, qui est voilà, cette colonne vertébrale, elle risque de pas trop changer. Mis à part Akan et Donnarumma, mais Donnarumma, s'il part, on a Mike Maignan qui devrait arriver. Donc là-dessus, sur le poste de gardien, je me fais pas trop de soucis. Parce que Mike Maignan, voilà, c'est quand même la relève de Yoris au poste de gardien en équipe de France, assuré. Donc voilà, on a quand même un gardien d'avenir. Voilà, peut-être la meilleure nation mondiale actuellement, le gardien de devenir de cette sélection. Donc moi, je me fais pas de soucis sur ce poste-là. Je préfère garder Donnarumma, bien sûr, pour un contrat de plus de 3 ans, j'entends, parce que si c'est pour prolonger 2 ans et avoir la même merde tous les 2 ans, voilà, c'est pas la peine. Surtout quand on voit que c'est que 15 millions que réclame Lille. Donc pour moi, il y a une affaire aussi à faire du côté de Mike Maignan. Donc voilà. Mais par contre, si jamais on passe pas, à mon sens, il faut garder Pioli, parce qu'il faudrait toucher un moins. C'est un joueur qui est très proche de ses joueurs. Il y aura des discussions, mais ne surtout pas repartir. Et puis pour qui, Pioli? On a vu que Mourinho est arrivé à la Roma. On a vu que Allegri va sûrement débarquer à la Juve. On va peut-être prendre un Pirlo, c'est ça? Il y a rumeur Sarri. Ouais, mais bon, Sarri, je crois pas trop. On n'avait pas de quoi se payer Spalletti. Sarri, il sort d'une performance. Il était où, Sarri, juste avant? Il était à Chelsea, si je dis pas de bêtises. Ah, la Juve. Oui, il était pas. Ouais, il était à la Juve peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est un salaire qui est quand même du niveau de Spalletti. On n'a pas pu se payer Spalletti l'année dernière. Je pense pas qu'on va pouvoir se le payer après la crise du Covid. Donc voilà, je pense que si jamais on vient à limoger Pioli, c'est les entraîneurs qu'on peut. Voilà, c'est peut-être un Galtier, mais un Galtier, ça sortira pas du territoire français à mon sens. C'est un Pirlo peut-être. Est-ce qu'on retente un Gattuso? Pour moi, il n'y a pas de meilleure solution. Et virer Pioli pour virer Pioli, à mon sens, ce serait, voilà, on y perdrait plus qu'on y gagnerait dans cette retransition et ce changement. Pour vous, dans le chat, Pioli, vous gardez ou vous gardez pas? Alan, toi, je voudrais ton avis aussi là-dessus. Pioli, tu gardes ou pas? Oui, comme dit Guillaume, il a la confiance des joueurs, il a la confiance surtout d'Ibra. Les deux s'adorent vraiment. Je le garderai quand même, oui, même qu'on se qualifie ou pas. Puis même et si on se qualifie, ça serait impensable et injuste de ne pas le garder. Le mec a rempli ses objectifs, il nous a même fait espérer au titre en début de saison, alors qu'on a toujours dit qu'on visait le top 4. Donc oui, je garderai Pioli. Après, ça me fait un peu peur de l'avoir
en Ligue des Champions, j'ai un peu peur de ce qu'il va nous proposer, parce que je crois qu'il l'a jamais joué. En tant qu'entraîneur. Il s'est fait éliminer en tour préliminaire avec la Lazio. Ouais, voilà, c'est ça. Contre le Leverkusen. Mais je crois qu'il l'a jamais joué, donc ça sera tout nouveau pour lui. Et il mérite quand même sa place. Si on se qualifie, il mérite amplement sa place quand même. Mais même, avec les gars. Pardon, vas-y. Même pour revenir là-dessus, même si Pioli, on a la Ligue des Champions, on sera chapeau 4. Si on a la Ligue des Champions, que ça soit Pioli ou que ça soit un autre entraîneur, le parcours du combat, ça va être un parcours du combattant en Ligue des Champions. On va tomber dans une poule de la mort parce que Milan, en tant que chapeau 4, ce sera forcément une poule de la mort quoi qu'il arrive. Donc même si Pioli il finit 3e ou 3e, ce serait déjà à la limite quelque chose, tu vois. Dans une poule un peu à relever, ça se trouve 3e, on sera pas malheureux de finir en Ligue Europa quand on voit que l'Inter a terminé 4e d'une poule parce qu'elle était dans un tirage difficile. Donc à mon sens, même si au mois de vendre tout dépendra de où on est en championnat. Mais pour moi, même si Pioli vient échouer l'année prochaine en Ligue des Champions, c'est même pas un motif de licenciement si on est bien placé en championnat. Parce que là pourquoi c'est si important d'aller en Ligue des Champions, c'est parce que c'est les pesos, c'est les dineros, c'est la lire, c'est l'argent, quoi. Et on a besoin de cet argent de la Ligue des Champions pour relancer durablement notre club avec Elliott, etc. Voilà, moi sportivement, j'avais des espoirs quand on était premier en disant on est premier, il faut rester premier parce qu'on aura un tirage plus facile. Maintenant qu'on soit 2e, 3e ou 4e, on sera chapeau 4 à cause de notre indice UEFA. Donc bon, moi je mets pas beaucoup d'espoir, surtout quand on a vu comment on a été contre l'équipe de Stankovic avant le tour face à Manchester United en Ligue Europa. Alors, j'ai pas beaucoup d'espoir sur Milan en scène européenne. Je pense qu'on va se faire gifler. Après, on a besoin de cet argent-là. Et peut-être que ça va attirer peut-être d'autres joueurs cet été, j'en sais rien. Mais bon, pour moi, Pioli, il va pas être jugé sur ses performances en Ligue des Champions. Donc, que ce soit Pioli ou un autre, pour moi, ce sera le même résultat, à quelque chose près. Sokar, tu es d'accord avec les gars? Tu gardes aussi Pioli? Oui, mon avis personnel, c'est qu'effectivement, de la même façon que Guillaume, quel que soit le cas, pour moi, on doit le garder. Si on va en Ligue des Champions, de toute façon, on n'y va pas pour aller chercher un quart de finale, un 8e. On sait qu'on n'a pas le niveau. On y va pour prendre l'argent de la qualification en Ligue des Champions. On va essayer d'y être le moins ridicule possible, mais on n'a pas l'effectif pour y faire quoi que ce soit. Donc, avec un peu de chance, on tombe sur une poule correcte à la portée de l'effectif actuel et on termine 3e. Mais il ne faut pas croire qu'on se qualifie. Dans tous les cas, la 3e place, c'est ce qui nous attend au mieux. On n'y va pas pour faire des résultats, pas la saison prochaine. On est en train de se construire. Il ne faut pas croire qu'il y a 2 ans, 3 ans de ça, on était en train de batailler pour essayer de potentiellement se qualifier en Europa League et que là, tout d'un coup, on va aller chercher une 2e place en Ligue des Champions. On aura une poule compliquée, on va être chapeau 3, chapeau 4. Non, voilà, donc on y va pour le pognon. Donc Pioli ou un autre, exactement comme disait Guillaume, voilà. Maintenant, il y a une énorme partie de la communauté qui n'est pas de notre avis. Pour preuve, je vais vous citer, on a fait exactement ce sondage-là, du coup, hier sur Solo. Donc à savoir, souhaitez-vous garder Pioli? Donc il y avait plusieurs réponses possibles. Et celle qui est arrivée en tête des votes avec 51% des votants, c'est non dans tous les cas. C'est-à-dire non, qu'on aille en Ligue des Champions ou pas. Donc, à l'inverse total de notre avis à Guillaume et moi. À 23%, c'est oui si on va en Ligue des Champions. 16% oui dans les 2 cas. 5% oui si on ne va pas en Ligue des Champions. Donc là, ils gardent quand même… voilà. Mais la majorité, du coup, dit que non, Pioli est trop limité et ne nous apportera rien, quel que soit le résultat de la fin de saison. Quelque part, ça peut s'entendre. Et moi, je défends la thèse de la continuité. Hein. Continuité, voilà, on a une certaine base, elle est un peu friable, il y a des problèmes, mais on a enfin une certaine base. Et ce serait encore dommage de repartir de zéro, quel que soit le résultat de fin de saison. Après c'est 51%. Ils ont leur avis, je le respecte totalement, mais je pense qu'ils n'ont pas cette… Enfin, en fait, ils se disent on peut avoir mieux que Pioli. Sauf que là, avec les entraîneurs qui sont sur le marché… honnête, et avec le salaire qu'on est prêt à mettre pour un entraîneur,
Quand je vois qu'on n'a pas mis 4 millions sur Spalletti parce que c'était trop, je vois pas quel entraîneur on va aller chercher avec un peu ce budget-là. Alors peut-être qu'on va upgrade si jamais on va en Ligue des Champions. Il y a une rumeur là, qui arrive là, de plus en plus, une rumeur qui fait chaud au cœur et peur à la fois, c'est qu'il y aurait il y aurait des premiers contacts avec Shevchenko. Moi, ça me fait peur. Qui, lui, une certaine expérience plutôt efficace en championnat ukrainien et avec sa sélection. Il y a certaines idées qui commencent à ressortir. Voilà, il ne demanderait pas des 1000 et des 100 pour venir. Ce serait un nouveau pas avec un club qui arrive en Ligue des Champions. Elliott, si on se qualifie, il y aurait des moyens qui seraient mis sur le marché. Bon, je ne sais pas trop. C'est encore, mais c'est compliqué. C'est un pari. Il y a cette rumeur qui revient. Le Shevchenko, c'est un pari. Tu en parlais hier en off. Tu as un peu peur de le cramer, toi, au final, si on le prend Sheva sur le banc. Après, je veux pas comparer parce que vraiment Gattuso sortait de Pise et des U19 du Milan, de la Primavera. Seedorf a commencé sur le tard avec nous, idem pour Inzaghi. Shevchenko a un peu plus d'expérience que ces trois-là. Il entraîne une sélection. Après, c'est pas le même métier. Entraîner une sélection et entraîner un club. Surtout que Milan n'a pas le temps. En fait, n'a plus le temps. On a donné du temps à Pioli parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Pioli, il fonctionne grâce au crédit qu'il a eu sur l'année 2020. Hein. Et il use encore ce crédit parce qu'on est patient, parce qu'il a réalisé quelque chose d'exceptionnel. Shevchenko, si on le prend, ce sera un pari. On peut pas être sûr avec certitude. Enfin voilà, on signe pas Carlo Ancelotti, on signe pas un Mancini, on signe pas un Conte, on signe Shevchenko qui a très peu d'expérience avec une sélection qui joue les Bleus tous les ans, mais grosso modo, c'est pas non plus, il n'y a pas des matchs références de l'Ukraine à mon sens. Moi, ça me ferait peur. Après, certes, c'est un entraîneur qu'on va pas payer beaucoup, qu'on va peut-être avoir moins de scrupules aussi à laisser partir si jamais ça marche pas, parce qu'il n'aura pas une clause de limogeage très élevée. Mais moi, ça me fait peur. C'est un énième pari et on a suffisamment parié ces 10 dernières années. Donc, pour moi, non, Shevchenko, c'est risqué. C'est très risqué. On n'a pas envie de risque quand on est supporter du Milan. Maintenant. C'est risqué pour toi, justement, le cas Shevchenko-Milan, ce serait risqué de le prendre ? Complètement. En plus, là, ça va être sa première compétition internationale avec l'Ukraine. Je pense même moi, j'avais vu, c'était il y a quelques mois maintenant, qu'il voulait même aller faire la Coupe du Monde au Qatar avec l'Ukraine. Donc, je pense vraiment que le prendre maintenant, si on le prend, ça veut dire qu'on serait pas en Ligue des Champions en plus, ça serait un bourbier sans nom. Franchement, il n'y a aucun intérêt à le prendre. Et je préfère qu'il fasse ses petites gammes, qu'il progresse et que dès qu'il se sente vraiment prêt et que c'est un entraîneur confirmé, on le prend direct. On va rester une dernière fois là sur Pioli. Alors, je vais vous faire un petit récap des coachs. On a Mourinho à la Roma qui est arrivé récemment, qui est à mon sens un gros coup pour la Roma. On a Conte à l'Inter, Gasperini avec l'Atalanta, Inzaghi à la Lazio, un Allegri apparemment qui pourrait faire son retour en Serie A, un Spalletti qui serait proche de Naples. Si Pioli, Sokar reste à Milan la saison prochaine, est-ce qu'on ne peut pas craindre que tactiquement, il passe un peu à côté de ces matchs-là ? Quand on voit cette saison où tactiquement c'était des fois compliqué. C'est plus que compliqué. On a vu que c'était un très bon coach de vestiaire, de mental pour recréer une équipe. Tout ce qui est en dehors des matchs, c'est un mec solide pour relever les clubs, etc. Mais que une fois dans le match, si Milan ne marque pas le premier but et ne gère pas de façon positive son début de match, il n'apporte jamais de solution. Les changements qu'il fait, parfois c'est incompréhensible. La mise au placard sportif de certains est difficilement compréhensible aussi. Non, c'est sûr que s'il n'a pas les joueurs sur le terrain qui font ce qu'il faut, c'est pas lui qui aura l'étincelle pour faire progresser l'équipe et changer la donne. Donc, faut qu'on ait les joueurs pour que Pioli ait son efficacité de la saison dernière, que les joueurs soient au niveau avant tout. On est vraiment tout l'inverse d'un Conte qui, justement, même avec des joueurs limités, arrive à faire des miracles et à transformer des
des joueurs moyens plus en bons joueurs et des bons joueurs en fourrioclasse, quoi. Donc, Pioli, voilà, on sait qu'il a ses limites et la saison prochaine, sa saison dépendra du mercato et du budget que Elliott voudra bien Tu es d'accord avec son effectif? Ouais, moi j'espère qu'on ne sera pas trop frileux sur le mercato et qu'on va capitaliser sur ce retour en Ligue des Champions qu'on attend depuis si longtemps pour relancer encore plus vite la machine. On a fait le plus dur en signant un Ibra qui pour moi sont les bases d'un renouveau parce qu'un Ibra attire du monde autour, voilà, par sa renom, par sa renommée, par les personnes qui veulent, par son charisme et tout. Moi, j'ai envie qu'on fasse un mercato avec des noms, avec des noms sexy, je sais pas, je vais te dire pêle-mêle, du Douglas Costa, des noms de joueurs qui ont une expérience dans cette compétition, qui sont des top joueurs un peu internationaux. Alors, je dis pas que je veux Douglas Costa, mais dans l'idée, je veux vraiment un beau mercato de manière à être le moins ridicule possible en Ligue des Champions, mais surtout être encore plus compétitif que cette année en championnat. On a vu l'Inter a fait un mercato magnifique cet été en s'appuyant un peu sur cette Ligue des Champions. Ils ont fini 4e en Ligue des Champions, mais par contre, derrière, ils ont carburé en championnat, ils étaient inarrêtables. Donc moi, je pense que ça va plus dépendre de notre mercato que de l'entraîneur. Qu'on ait Mourinho en face, qu'on ait Gasperini, qu'on ait Spalletti, n'importe qui, faut juste qu'on soit encore plus fort, qu'on perde le moins de joueurs essentiels. Donc après un Hakan, pour moi un Hakan c'est pas forcément un départ qui me ferait peur dans le sens où ça laisserait de l'espace peut-être à un Tonali et dans le sens moi j'ai envie de voir un Tonali Benasser Kessié. J'ai envie de garder Kessié et Benasser. Mais Tonali, il a eu sa saison un peu troisième joueur, mais Tonali, il faut qu'il s'affirme. Et maintenant, voilà, la saison de transition est passée. Il doit avoir un rôle prépondérant dans notre 11 titulaire. Donc pour moi, si le départ de Hakan est confirmé, faut pas que Pioli s'entête à mettre un Krunic ou un Brahim Diaz en MOC qui trouve une solution pour mettre ce milieu à 3 que j'ai détesté quand c'était Gattuso, Montella, etc. qui le faisait. Mais là, avec Kessié, Benasser, Tonali, si le milieu à 3 il fonctionne pas, c'est que les joueurs ils sont limités tactiquement parce qu'à un moment donné, c'est plus Montolivo, c'est plus Poli, c'est plus Kuka qu'on a. Mais là, on a 3 gros joueurs. C'est vrai. Hein. On a un Kessié qui passe son temps à couvrir Théo, donc qui délaisse vraiment l'axe et le milieu de terrain. Là, à 3, ça apporterait beaucoup plus d'équilibre pour soulager les montées de Théo et de Calabria ou de Kaloulou sur l'autre côté. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'on doit voir dans le futur du Milan. Donc pas besoin de recruter au milieu. Recruter évidemment un attaquant. Alors est-ce que Belotti c'est le bon choix sachant qu'il est à 27 millions, mais bon, il est prêt à partir, donc peut-être qu'on va pas l'avoir trop cher. Mais peut-être avoir encore plus d'ambition. Parce que là, on a vu que cette année, ce qui nous a coûté énormément de points, c'est Zlatan et c'est l'absence de Zlatan qui a joué la moitié des matchs. Et derrière, on n'avait personne pour remplacer. Donc pour moi, c'est la priorité, c'est le poste de pointe. À gauche, on a du monde. À droite, on a Salmakers qui pour moi fait du très bon boulot. Et même à la limite, j'aimerais bien voir un Hoguet ce que ça peut donner à droite parce qu'il jouait comme ça au Bodo Glimt. Mais de toute façon, c'est un équilibre qu'il y a entre le côté droit où Salmakers compense énormément et aide beaucoup défensivement et du coup ça apporte un vrai équilibre, et le côté gauche qui est un peu plus libre avec Théo et qui échange avec Rebic et Kessié. Il y a ce côté un peu qui est plus brouillon, mais dans mon sens faut pas non plus trop bouger. Salmakers, peut-être que pour certains c'est pas un titulaire en devenir à Milan et qui serait très bien en super sub. Pour moi c'est un joueur qui a pleinement son rôle dans cette tactique là, à voir s'il peut évoluer dans un rôle de piston dans une autre formation ou au poste de milieu droit dans une formation en 4-4-2 par exemple. Ça, faut voir. Mais à l'heure actuelle, si on veut s'appuyer sur un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, Salmakers, pour moi, il est important parce que il soulage Calabria et il apporte de l'équilibre. Ouais. Alors là, justement, on était sur le mercato, Guillaume, donc tu me fais une transition parfaite. On a encore un peu de temps, donc on va rester un peu sur le mercato. Je vous fais un petit récap là, de ce qui s'est passé cet après-midi, parce que Daniele Longo, il était bien chaud. Donc apparemment, en plus de Maignan, Milan négocierait avec Lille pour Ikoné. Donc il n'y a pas de chiffre encore de données, hein, c'est juste des renseignements apparemment. On a un Belotti qui ne veut pas prolonger avec le Torino, son contrat finit en 2022. Milan serait vraiment attentif sur son cas.
Et on a Milan qui négocie toujours pour Rodrigo De Paul. Donc ce serait apparemment, c'était hier soir, apparemment ce serait un plan B en cas de départ d'Akan. Et Auge ne serait pas dans la transaction pour De Paul, mais ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas, par contre. Alan, quand on voit tous ces noms-là, Iconé, Belotti, De Paul et Maignan, justement aussi, voilà, tout à l'heure, on l'a dit tout à l'heure en début d'émission, mais qui pourrait remplacer Donnarumma pour environ 17 millions maximum apparemment, hein, pour moi c'est un braquage. On peut être confiant en termes d'effectifs pour l'année prochaine. Alors ça va peut-être pas forcément se concrétiser, mais Milan s'intéresse quand même à de jolis noms quand même. Ouais, ça change des années précédentes malgré tout, c'est sûr. Iconé, ça reste une petite pépite, même si il sort d'une saison un peu compliquée par rapport à ce qu'il faisait en 2018-2019, où il avait été très bon. Belotti, excellente alternative qu'on pourra avoir pour 20 millions, alors qu'il y avait des rumeurs il y a quelques années où c'était à 80 et tout. Ça serait bénéf, ça serait incroyable. Concernant il y avait le départ de Auge, je pense que ça c'est un peu du pipeau, je pense que vraiment il est pas venu à Milan pour partir au bout d'un an en ayant joué quelques matchs. Auge, c'est un joueur qui est arrivé à Milan, il sortait déjà d'une grosse saison, il était cramé, hein, le pauvre, et malheureusement là il a eu un peu un traitement de faveur assez bizarre, hein. On sait pas plus pour le moment. Et franchement, oui, les noms pour l'instant sont attrayants. Après, voilà, quand on est au mois de mai comme ça, chaque année, il y a toujours des bons petits noms ronflants. Et puis après, ça se tasse un peu et on se retrouve avec du seconde zone, quoi. Et puis on sait que Milan s'intéresse beaucoup à des joueurs, mais au final, il n'y a pas grand-chose qui se passe, quoi. Sokar, toi, il y a... Alors toi, j'ai l'impression que tu aimes bien Tsigankov, toi. Sokar, il aime pas De Paul. Je sais pas si c'est lui qui s'est emparé du compte sur le chat là. Mais il y a des attaques. J'ai posté avec le compte de Solo. Je croyais que je postais avec le mien. Alors, ça n'engage que lui. Le navigateur pour poster ça. Ça n'engage que Sokar. Donc toi, c'était bien moi derrière. T'es pas chaud, toi, pour un De Paul. Donc Rodrigo De Paul, non, assurément pas. C'est un joueur déjà dont la qualité sportive qu'on lui prête, je suis absolument pas d'accord pour dire que c'est un joueur qui surnage à Udinese, mais comme des dizaines ont surnagé dans leur club. Quand on a été recruté, un Walter Birsa, il cartonnait avec ses petits clubs et puis tout le monde en faisait une superstar. On a vu à Milan ce que ça donnait. Donc non, c'est pas parce que le gars porte un peu l'Udinese que ça fait de lui un joueur capable de jouer à Milan, assurément pas. Et puis en dehors de ça, même si ça, il y a un vrai débat sur son niveau. Moi, je suis pas d'accord que ce soit un très bon joueur en devenir, mais admettons, je peux comprendre que certains voient en lui quelque chose. Par contre, en termes de mentalité, c'est une véritable petite pute, ce gars-là. C'est un enfoiré de première, c'est une salope sur le terrain. C'est un joueur dont Milan n'a pas besoin. C'est un joueur qui doit signer pour la Juve ou l'Inter. Il ira parfaitement avec leur mentalité à la con. Mais à Milan, ce serait un scandale et une honte de voir ce mec-là porter nos couleurs. Donc, et il y a l'Inter qui est dessus aussi. Hein. Hors de question de voir un De Paul chez nous, quoi. Alors toi justement, par contre, oui, tu me parlais de Tsigankov. Pour moi, c'est vraiment la pépite à droite qu'il nous faut en termes de profil, qui ne serait pas cher. On parle d'un transfert à 20 millions cet été. Il est prêt à faire le grand saut. Il nous a montré en Ligue des Champions cette année, et pas contre des petites équipes, contre Barcelone & Co, qu'il était vraiment au top. Il n'y a pas énormément de grosses écuries sur lui parce qu'il joue dans un championnat qui n'est pas forcément hyper médiatisé et que c'est pas le gars dont on parle absolument toutes les semaines. Mais c'est justement le gars, le genre de mec dont Milan doit s'emparer avant qu'ils explosent concrètement. Déjà, j'ai eu peur en voyant sa phase de poule de Ligue des Champions qu'il nous passe sous le nez cet hiver. Cet été, il faut vraiment se positionner dessus. C'est 20-25 millions à tout casser et on a notre ailier droit titulaire pour les années à venir. Ouais. Il a quel âge? 24 millions 21, sur Max. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, 24 millions sur 30. Pareil, il y a d'autres opportunités. Il y a
Boga qui fait qui saison après saison fait vraiment son boulot avec Sassuolo, qui est en fin de contrat en 2022. Voilà, qu'on bazarde Raphaël Léo Niang là, et puis qu'on réinvestisse l'argent récupéré sur un Boga qui ne coûtera pas non plus des milliers et des cents, qu'on peut déjà récupérer avec l'argent de la vente du Mbaye Niang portugais. Donc, franchement, il y a des petits coups à faire comme ça. Si le Massara et toute l'équipe font leur boulot, il y a moyen pour un budget tout à fait raisonnable d'aller chercher des joueurs qui vont, dès septembre, dès leur arrivée, faire exploser l'efficacité offensive. Après, en numéro 10, là, derrière Akan, si Akan ne prolonge pas, c'est compliqué d'aller financer des trucs. Mais si on a Akan, moi, je suis vraiment partant pour aller chercher un Nikola Vlašić qui a cartonné cette année encore avec le CSK en championnat de Russie et qui, pareil, coûterait 20-25 millions, qui ne demanderait pas un énorme salaire et qui serait un joueur non seulement capable d'aller bousculer Akan dans la hiérarchie pour la concurrence, mais de lui voler à court terme ou à moyen terme la place de titulaire. Je vois Marco qui nous dit Boga très irrégulier à Sassuolo, mais de toute façon, il viendrait pas pour être titulaire. Boga, on a déjà Rebic qui fait un excellent boulot et qui forme un duo de rêve avec Théo. Boga, il viendrait pour améliorer la rotation et faire jouer les matchs. Donc, ça serait vraiment pas mal du tout, quoi. Zaccagni, tu vois, il en parle, Marco, là, mais Zaccagni, bon, il a encore des preuves à faire. Je ne vois pas en lui un gars qui serait capable d'aller suffisamment faire jouer la concurrence pour déloger Akan ou jouer titulaire en 10. Quoi. Pour toi, vraiment un gars qui bouge, quoi. Pour toi, Guillaume, est-ce que Milan doit faire comme la saison dernière, à essayer de mélanger expérience et jeunesse? Donc, par exemple, Thierry et Ibra sont arrivés. Est-ce que pour toi, Milan, il doit vraiment suivre ça, mélanger un peu expérience et jeunesse, ou vraiment se focus plus sur de l'expérience ou plus sur de la jeunesse, ou les deux? Plus sur de la jeunesse. Maintenant, on en a des joueurs d'expérience. Maintenant, on a Kier, maintenant, on a Ibra, on a Mandzukic, on a Kessié. On les a, des joueurs d'expérience. Faut aller chercher. Alors, moi, je n'irai pas chercher dans du 18-19 ans. Je veux des personnes, voilà, on les a, nos joueurs du futur. On a Daniel et Maldini. On a Aogué, on les a, nos joueurs. On a Kaloulou. On a Kaloulou. On a fait ce mercato-là. On a Gabia. Voilà, on en a un peu partout de ces joueurs-là. Moi, je chercherais des bons joueurs jeunes qui peuvent s'inscrire directement dans le projet à court terme, donc du 23 à 24 ans, 25, dans ces eaux-là, des gens qui ont 100 matchs, 200 matchs à leur actif déjà, dans de bons championnats ou dans des compétitions. Voilà, si jamais c'est son championnat ukrainien, mais qu'il a fait 2-3 saisons en Ligue des Champions, bah voilà, pour moi ça peut être envisageable. Après, je me dis qu'il va falloir vraiment, et j'insiste là-dessus, se montrer plus qu'opportuniste, mais aller de l'avant et choper des vedettes, parce que là, j'y repense, mais Mourinho, avec la Roma de cette année, Mourinho, il sera dans les top places la saison prochaine. C'est pas un entraîneur qui va jouer la 6e place ou la Ligue Europa. Mourinho, lui, derrière, il va ramener des joueurs qu'il connaît. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est un peu à l'image de Zlatan à Milan, mais encore plus. C'est un entraîneur, il va te ramener des contacts, il va te ramener du monde. Et en plus, Rome, c'est la capitale de l'Italie, c'est un marché. Enfin, c'est quelque chose, tu vois. Il peut insouffler un peu cette dynamique-là si jamais ça fonctionne bien dans les premiers mois. Donc moi, ça rajoute encore un autre concurrent qu'on n'avait pas trop cette année. Donc l'année prochaine, ça va être très concurrentiel en Italie. Si on passe pas en Ligue des Champions, bah, on n'aura plus beaucoup d'argent pour recruter. Si on passe en Ligue des Champions, bah, va falloir à tout prix bien recruter, dans le sens où on va peut-être perdre des plumes en Ligue des Champions et du coup, bah, ça va se jouer en championnat le week-end où le joueur, on va perdre peut-être des points un peu bêtes contre du milieu de tableau et tout. Mais à côté de ça, il y a des Roma, il y a des autres équipes et on va se retrouver dans une Serie A plus compétitive qu'elle est déjà énormément cette année, avec les 7 gros d'Italie et les 7 grands clubs d'Italie qui vont lutter pour la Ligue des Champions et pas autre chose. Je pense que l'année prochaine, au mois d'août, la Roma, la Lazio, le Napoli, l'Atalanta, l'Inter, le Milan et la Juve, objectif 4e place.
pour les 7 clubs, à part si la Lazio perd un Milinkovic-Savic cet été ou un Luis Alberto, mais si la Lazio conserve ses 4, ils joueront aussi la Ligue des Champions. Et ça va être tendu. Donc il faut se Apparemment, renforcer. l'Inter serait sur Savic, enfin Milinkovic-Savic, justement. Donc, alors, dernière Ils ont question, de la après, thune. on va finir là-dessus. Alan, tu voulais rajouter un truc? Non, oui, moi je pense qu'il faut au moins qu'on profite du marché des fins de contrat au moins pour un joueur, parce qu'il y a vraiment du Il y choix a du monde, ouais. cette année. Ouais, un petit. Oh, moi j'adore Juan Mata, mais bon, je pense pas que ça sera un petit Draxler. Prends-le dans ta carrière FIFA, mais fais pas chier. C'est déjà fait. Bah, il est sous-coté, mais bon, c'est un autre débat. Mais non, mais il y a du joueur, du joueur, je sais pas, comme ça de tête. Bon, Depay, je pense que ça serait pas faisable, mais bon, il y a de quoi faire. Et après, peut-être au moins un bon jeune de 22, 23, 24 confirmé qui a au moins déjà performé en Coupe européenne pour faire apprendre cette équipe, la faire développer. Et de toute façon, comme disait Guillaume à Pioli, de toute façon, l'année prochaine, ça ne sera pas du tout le même bilan qu'on a vu cette année. On n'a pas le choix. On n'a Alors pas le justement, choix dans là, le sens où. Vas-y, Il y a, il y excuse-moi, a Alan, ta- vas-y. Ouais. Il y a Allez-y, Tata qui allez-y. nous demande pour Aogué, du coup. Alors, Aogué, très rapidement, je pense qu'on peut donner tous les trois notre avis. Ça va pas être très long. Moi, Aogué, pour moi, pour l'instant, il est bouché. Moi, je le veux réussir. Je trouve qu'il n'a pas eu le crédit qu'il méritait. Voilà, Léao a eu énormément de crédit. Pas à juste titre, à mon avis. Je suis déçu de ne pas avoir vu Aogué sur le côté droit, quitte à récupérer quelques minutes, pas à son poste. Mais voilà, le voir boucher, je trouve ça dommage. Après, il est pas barré à Milan, je pense. Il aura plus de temps de jeu l'année prochaine et moi, j'espère le voir plus. D'autant plus si on a de la Ligue des Champions. Bah, je pense que c'est typiquement un joueur qui aura un peu plus de temps en championnat et sur lequel on pourra compter un peu dans le turnover des semaines où on aura des matchs le mercredi et des matchs le samedi ou le dimanche. Donc moi, j'espère voir ça. En tout cas, Aogué, pour moi, c'est un joueur ultra talentueux que j'ai envie de voir réussir à Milan parce qu'il a eu des fulgurances cette année. Il doit muscler son jeu. Mais voilà, moi j'ai hâte de le voir l'année prochaine, un peu plus. Après, Alan, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que c'était pas vraiment une saison d'adaptation entre guillemets pour le Norvégien? Parce que voilà, le gars il arrive de Norvège, c'est pas du tout le même type de championnat. Est-ce que Ah oui. on l'a pas un peu Mm. quelque part conservé entre guillemets ou... Après, c'est vrai que moi, perso, je trouve que le traitement de faveur qu'il a eu, il est dur parce que quand tu vois que face à la Samp, il fait une putain de rentrée, le mec, il te met un but et bah, depuis on l'a pas revu le mec. Enfin, Non. c'est. Ah, puis il y avait la Hype Haaland aussi, qui était norvégien, donc on s'est dit que c'était un peu, tu sais, le Oui. même équivalent, la même genre de pépite, donc on en a peut-être attendu un peu trop dès le début. Mais le mec, faut lui laisser le temps, il est jeune. Franchement, je trouve qu'on laisse beaucoup moins de temps aux joueurs de prouver comparé à une certaine époque. Mm. Mais bon. Alors je suis Marco d'accord a avec ce que raison. Marco il est en train de mettre Ouais, sur le il a chat. raison. Attention à Aogué, gros potentiel, mais il faut pas le cramer trop vite. Physiquement, ils sont pas encore totalement rodés pour la Serie A. Ouais, je suis plutôt C'est vrai. d'accord avec ça. On va finir là-dessus. Toi, Sokar, t'en penses quoi du cas Aogué? Bah voilà, on n'a pas eu suffisamment de chances de le voir cette saison et que donc faut pas l'enterrer trop vite. Voilà, faut rester mesuré le concernant. Faut pas lui dire ni que ça va être une superstar en devenir, ni que il est complètement cramé. Voilà, on l'a pas vu jouer suffisamment. On se fera un avis plus concret la saison prochaine avec du temps de jeu plus régulier, en espérant de meilleurs résultats et puis qu'on puisse lui offrir du temps de jeu dans des matchs entre guillemets plus faciles parce qu'on a fait le boulot avant sur les matchs compliqués. Donc voilà, le garder à Milan, mais lui offrir plus de temps de jeu, ou alors un prêt. Voilà, si vraiment on Après, n'est ouais, pas t'as en raison. mesure de lui offrir du temps de jeu, qu'on le prête à un club qui le fera jouer, en qui on peut avoir confiance, pour qu'il se monte. Et en Serie A, pas n'importe où, en Serie A, c'est vraiment là qu'on veut le voir évoluer. Et sait-on jamais, voilà. Suso, je suis vraiment le dernier de ses fans, mais bon, quand on l'a envoyé au Genoa, c'est ça qui a fait qu'on ne l'a pas bazardé, qu'on s'est dit, bon, allez, on peut peut-être en faire quelque chose. Et bon, il a fait quelques bons matchs par la suite avec nous. Donc, je pense que voilà, faut lui trouver du temps de jeu. Si c'est pas avec nous, si on lui fait pas confiance pour l'équipe 1 l'année prochaine, bah, il faut le prêter.
Pour conclure là-dessus, parce que c'est ce qu'a évoqué Marco, je l'avais évoqué dans un Nostro Milan le mois dernier, je crois, c'est qu'à Auge, faut prendre du recul aussi et remettre le contexte en cause. C'est que le championnat norvégien a pas eu de pause depuis le restart. Donc en fait, quand nous, on l'a affronté au Bodo Glimt, où on avait repris la saison depuis une semaine, mais on avait eu quand même ce break de 1 mois et demi, et ben lui avait continué depuis le mois de mai en fait, et là-dessus je pense qu'il y a aussi, on n'a pas voulu le péter, on a vu en championnat que très vite, au-delà de sa fulgurance face à Naples, il s'est quand même fait bien manger au niveau physique par les défenseurs rugueux de Serie A expérimentés. Bah ça, plus l'adaptation, plus le fait qu'il avait plusieurs matchs. Alors, il est jeune, il détient les matchs, mais je pense que physiquement, on n'avait pas envie, on l'a peut-être préservé aussi physiquement, de se dire, bon, tu as déjà beaucoup joué cette saison, on va un peu te forger un peu physiquement, tu vas prendre un peu du muscle pour éviter que tu te fasses une blessure à la con et que derrière, ça handicape toute ta saison. Le temps est long. Je préfère un peu qu'on soit mesuré avec lui, qu'on prenne soin de lui, qu'on le construise durablement dans le projet, plutôt que on l'utilise à outrance 10 minutes, un peu comme Castillejo. Castillejo, il apporte rien, mais on s'en fout. Il est là, on a trouvé personne pour lui cet hiver, on sait qu'il part cet été. Voilà, on s'en fout de mettre Castillejo à la limite, même si sur le moment c'est frustrant parce qu'on se dit putain, mais Hog. Mais à un moment, moi je me dis, Hog, s'il n'y est pas, il y a des raisons. Il y a des raisons et je pense que les raisons, elles sont simples. C'est qu'il n'est pas assez physiquement rodé pour la Serie A. Il est encore trop frêle et voilà, il va prendre sa masse. On a vu des voilà, même un Leao qui s'est beaucoup étoffé physiquement entre son arrivée il y a 1 an et maintenant. Donc même si dans le jeu ça se voit pas, mais au niveau de la masse musculaire, ça se voit un peu plus. À Hoguet, je dis pas que ça va être Hulk, mais voilà, je pense qu'il va venir très vite l'année prochaine. Et l'année prochaine, il sera dans la rotation du Milan. Ok. Léo, il s'est musclé, c'est sûr, mais il n'a pas musclé le muscle le plus important du lot, celui qui est tout là-haut et qui commande tout. Malheureusement, il est aussi petit et ridicule qu'à son arrivée. Bon, bah, sur ces belles paroles, l'émission touche à sa fin. Merci beaucoup les gars d'avoir été avec moi ce soir. Très intéressant comme émission. Merci dans le chat, vous avez été pas mal à réagir, à discuter entre vous. C'était cool de voir qu'il y avait de l'animation dans le chat. Je vous souhaite à tous une bonne fin de... Dimanche. Oui, alors là, je vais venir. Je vous souhaite une bonne fin de saison et un bon match pour dimanche. On débriefera ça avec Guillaume qui sera chef de l'émission. Normalement, vous débriefera ça après le match. Allez les gars. En live, si Dieu m'accompagne, on sera en live Twitch juste après. Alors dimanche, donc venez nombreux. Venez nombreux. De ça. Voilà. Espérons une victoire. Après, je ne vais pas porter l'œil, mais espérons. On sera là quoi qu'il arrive. On sera quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Allez, bonne soirée à vous. Et puis bonne soirée. À bientôt. Ciao, Bonne soirée les gars. Ciao.